magie divine, le monde du surnaturel. Surgis d'outre-tombe, franchissant sans bruit portes et murs, les fantômes font partie depuis des siècles de notre imaginaire collectif. Des récits d'esprits désincarnés se retrouvent dans tous les folklores du monde et les histoires de fantômes font frissonner leur auditoire depuis la nuit des temps. Nous ignorons ce que nous devenons vraiment après notre mort, mais la plupart d'entre nous se plaisent à penser qu'une partie de nous demeure. Certains croient même que nous devenons de purs esprits. D'où la troublante hypothèse que cette transmutation se passe parfois mal. Les fantômes. S'il existe autant de sortes de fantômes que de sociétés humaines, il y a cependant d'étonnantes similitudes entre les fantômes des différents pays et époques. Quelquefois, les fantômes sont ceux de gens célèbres, et donc aussitôt identifiables. Ainsi, le fantôme d'Abraham Lincoln apparaît souvent à la Maison-Blanche. Lincoln avait été profondément bouleversé par les massacres de la guerre de Sécession. Et peut-être est-ce ce souvenir qui l'empêche de trouver le repos éternel. À l'opposé de Lincoln, certains autres fantômes sont anonymes. Parmi ces figures ordinaires les plus répandues, nous trouvons la Dame Blanche, souvent vêtue de longues robes blanches et vaporeuses. En Russie, la Roussalka est le fantôme d'une femme noyée qui hante les rivières et les lacs. Il existe plusieurs explications à sa présence. Une histoire d'amour fatal, un accident tragique, un meurtre, mais toutes impliquent des émotions violentes justifiant que son âme n'ait jamais trouvé la paix. La Roussalka n'est pas dangereuse, même si son apparition peut paraître effrayante. On raconte même qu'elle aide les voyageurs perdus et les pêcheurs en difficulté. Cependant, même si la rencontre avec certains fantômes est réconfortante, la plupart du temps l'expérience est traumatisante. La température de l'air descend en flèche lorsqu'un fantôme surgit, et les témoins épouvantés ont le souffle coupé et les cheveux qui se dressent sur la tête. Les fantômes se présentent sous diverses formes. Ils peuvent être éthérés ou tangibles, grotesques ou beaux, loquaces ou muets. Il peut s'agir d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux, de véhicules ou même d'un bloc d'immeuble. Mais quelle que soit l'apparence qu'ils prennent, les vivants ont la sensation immédiate d'être en présence de quelque chose d'irréel, qui défie les lois naturelles et menace l'équilibre de leur univers familier. Mais s'il nous effraie, l'inconnu nous fascine également. La preuve en est que notre intérêt pour les fantômes s'est confirmé au fil des âges. À chaque siècle, dans chaque société, on trouve toujours quelqu'un qui a croisé un fantôme. Il n'y a pas la moindre preuve scientifique de l'existence des fantômes, pas plus que de leur apparition. Pourtant, les rencontres avec les fantômes sont et ont toujours été l'une des expériences surnaturelles les plus fréquentes. Depuis la nuit des temps, des récits détaillés témoignent de la conviction inébranlable et sincère de milliers de gens qui affirment avoir bel et bien vu un spectre. Et pour reprendre ce que disait l'écrivain anglais Samuel Johnson voilà 200 ans, à ce sujet, l'intuition tend à affirmer ce que la raison tend à infirmer. Au Moyen-Âge, la croyance populaire voulait que des hordes de fantômes s'attaquent aux vivants. Pour les gens, rien n'était plus terrifiant que la chevauchée fantastique, cette bande de cavaliers du ciel qui déferlait implacable sur l'Europe du Nord. Réunis sous la férule des dieux norvégiens incarnés, les chevaliers de l'Apocalypse épouvantaient ceux qui les voyaient ou les entendaient. La chevauchée fantastique est une ancienne légende scandinave qui s'est répandue par la suite en Europe du Nord. La chevauchée fantastique dérive d'une vieille croyance.
Le dieu Wotan, accompagné de ses chasseurs avec leurs chevaux et leurs chiens, se rendait parfois sur terre. Il venait enlever des âmes et les ramener à Valhalla, le ciel. Au cours des siècles derniers, les apparitions de la chevauchée fantastique se sont raréfiées alors que le christianisme s'étendait en Europe. Mais les cavaliers continuent à surgir de temps à autre, semant la panique sur leur passage. L'on raconte que si une personne a la malchance d'entendre le galop des chevaliers de l'Apocalypse, ou pis, de les voir, cela lui est fatal. La chevauchée fantastique est la preuve flagrante que les fantômes ne sont pas exclusivement des êtres humains désincarnés. Des légendes d'attelage fantômes et de mystérieux cavaliers se retrouvent dans tous les folklores. J'en déduis qu'ils sont une sorte d'extension des fantômes proprement dits. Après tout, nous parlons des spectres et oublions qu'en réalité, ces spectres portent des vêtements. Cela suppose que leurs habits soient devenus eux aussi fantomatiques. L'apparition effroyable au crépuscule du cavalier sans tête est répandue en Amérique du Nord et dans toute l'Europe. De telles visions, souvent présentes dans les histoires de meurtre et de vengeance, symbolisent l'errance tragique du fantôme incapable de trouver la paix dans la tombe et condamné à revivre éternellement les souffrances de sa vie terrestre. Beaucoup d'histoires de fantômes n'impliquent pas que des êtres humains. C'est le cas par exemple des histoires de vaisseaux fantômes. La plus connue est celle du Hollandais volant, mais il en existe bien d'autres. Il existe d'innombrables versions de l'histoire du Hollandais volant. L'une d'elles se situe au début du XIXe siècle. On raconte qu'un navire contournant le Cap Horn est pris dans une tempête. L'équipage supplie le capitaine de mettre le cap vers un endroit sûr, mais il refuse et met Dieu au défi de couler le bateau. C'est alors qu'un fantôme surgit sur le pont. Devant l'équipage terrifié, le capitaine menace de l'abattre d'un coup de pistolet s'il ne part pas. L'arme lui explose dans la main, puis le spectre prononce sa malédiction. Le capitaine est condamné à naviguer éternellement à travers mers et océans. Pour les marins, apercevoir le bateau à la dérive est un funeste présage. Les fantômes existent dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Les croyances qui leur sont attachées sont étonnamment similaires. Les morts sont censés quitter lentement le monde terrestre pour prendre leur juste place parmi les esprits. Si cette transition se passe mal, la personne se retrouve ballottée entre le monde des vivants et celui des morts. Il peut exister plusieurs raisons à cet état intermédiaire, comme par exemple le fait que le défunt estime n'avoir pas fini de remplir sa mission chez les vivants. Il n'est donc pas encore prêt à rejoindre paisiblement le royaume des morts. Ton heure est venue, Michael. Cela signifie que tu erreras dans le royaume des ombres pour l'éternité. Ainsi soit-il, Michael. Tout le monde peut devenir un fantôme. Aucune loi ne régit le passage de l'état de mortel à celui de fantôme. Un fantôme est la preuve de l'existence de la vie après la mort. Il peut faire l'objet d'une apparition ou se manifester par des impressions, des empreintes figées dans le temps et l'espace. Mais au fond, nous croyons aux fantômes parce que nous avons besoin d'eux pour prouver la survie de notre âme, pour apaiser nos craintes sur notre propre monde. Les fantômes surgissent tour à tour pour nous conseiller,
nous avertir, nous consoler. Ils valident nos actes dans l'univers des vivants et nous rassurent en nous montrant qu'il existe autre chose après la mort physique. Chaque être humain a pour mission de progresser spirituellement parmi ses semblables. Et s'il ne le fait pas de son vivant, il est condamné à le faire après sa mort. C'est pourquoi je ne peux pas trouver le repos, je ne peux rester, je ne peux m'attarder nulle part. Mais les fantômes peuvent également aider les vivants à retrouver leur voie grâce à la sagesse que leur confère l'expérience de leur vie terrestre. Ainsi, le romancier Charles Dickens a vu lui-même des fantômes qui ont joué par la suite un rôle primordial dans ses œuvres. Dans l'un de ses livres les plus célèbres, Les Contes de Noël, des fantômes prennent en charge Scrooge, le héros, et l'aident à changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. Les fantômes qui se manifestent à Scrooge sont lestés par de lourdes chaînes qui les rattachent à notre monde. Mais Dickens n'est pas le premier à avoir eu cette idée. L'image du fantôme enchaîné remonte à des récits lointains. La toute première histoire de fantôme, du grec Athénodore, décrit déjà le bruit des chaînes raclant le sol. En fait, l'histoire d'Athénodore correspond sans doute à la toute première enquête sérieusement menée sur les fantômes. Elle a été reprise par Pline le Jeune, l'historien romain, et nous est parvenue comme le premier cas connu de fantôme enchaîné. L'histoire d'Athénodore est, semble-t-il, véridique. Elle s'inspire de sa propre expérience. Les événements se situent en Grèce il y a plus de 2000 ans. Ils ont lieu dans une maison réputée pour être hantée par le fantôme bruyant d'un vieil homme torturé. Profitant du loyer très bas et indifférent aux avertissements des précédents locataires, Athénodore emménage. Très vite, il entend le bruit nocturne des chaînes qui s'entrechoquent et voit même apparaître le fameux spectre. Au début, Athénodore tente de l'ignorer, mais sa curiosité est aussitôt éveillée. Et il comprend que le fantôme essaie de communiquer avec lui. Alors, il le suit dans la nuit. Le lendemain matin, Athénodore va chercher le magistrat local pour qu'il examine l'endroit de l'apparition du fantôme. Athénodore est certain que le fantôme a une bonne raison de hanter la maison. Il craint que l'esprit du vieil homme ne dispose pas d'un endroit décent où reposer et pense que la maison ne retrouvera son calme que lorsqu'il aura résolu l'énigme de cette apparition douloureuse. Dans la nuit, Athénodore jette des feuilles exactement autour de l'endroit de l'apparition. Selon lui, c'est là que réside la clé du mystère. Au matin, en creusant à l'endroit indiqué, on découvre en effet les restes d'un corps. Cette fois, les ossements sont enterrés lors d'une cérémonie en bonne et due forme et le fantôme n'apparaît plus jamais. Désormais, le vieil homme peut reposer en paix. Cependant, il est bien difficile de satisfaire si aisément tous les fantômes. Certains n'apparaissent que pour délivrer une sentence de mort. Ces messagers de la mort apparaissent pratiquement dans toutes les sociétés et leur funeste sentence est irrévocable. Le message peut être délivré par une lueur dans le regard, l'écho d'une belle chanson ou d'une plainte interminable, mais sa signification est tout de suite interceptée par son destinataire. Le fantôme venant annoncer la mort est sans aucun doute celui que l'on rencontre le plus fréquemment. La Banshee des légendes irlandaises et écossaises en est un exemple. Les Banshees sont traditionnellement associées aux fées de la forêt, mais à l'opposé de leurs sœurs, elles peuvent être maléfiques.
La Banshee est une légende celtique, surtout irlandaise. L'apparition d'une Banshee cause toujours un traumatisme, puisque ces hurlements annoncent généralement une mort prochaine. Le peu de gens qui ont eu une telle vision affirment que la Banshee peut être indifféremment vieille ou jeune. Parfois, elle a été aperçue au bord d'une rivière en train de laver du linge. Ce linge est censé appartenir à une personne qui va bientôt mourir. En 1318, le chevalier normand Richard de Clare rencontre sa Banshee. Sur la route qui le conduit en Écosse, où il doit livrer une bataille, il aperçoit au bord d'un fleuve une femme effrayante. Richard la regarde sans crainte laver des monceaux de linge ensanglantés. Puis fasciné, il finit par lui demander à qui appartiennent ses vêtements. « À vous », lui répond-elle. Richard s'en va, persuadé que la femme est folle. Pourtant, le lendemain, il gît sur le champ de bataille dans une mare de sang. De vieilles familles irlandaises comme les O'Brien, les O'Malley, les O'Rourke et les O'Donnell ont leurs propres banshees qui s'érigent un peu comme leurs anges gardiens. Elles peuvent pleurer la mort d'un membre de la famille, tout comme elles peuvent célébrer l'arrivée d'un nouveau venu. Même quand des individus s'exilent loin de leur patrie, leurs banshees continuent à les surveiller. En Amérique du Nord et en Australie, la mort de certains membres de la famille est souvent annoncée par ces mêmes plaintes familières. Pendant des siècles, l'apparition d'une banshee a souvent été annonciatrice d'une mort imminente. Les membres d'une famille qui entendaient ces lamentations savaient d'ores et déjà que l'un d'entre eux allait mourir. Mais aujourd'hui, ce sont ceux qui voient l'apparition qui sont eux-mêmes condamnés à trépasser. Peu de fantômes prennent davantage à cœur les affaires des vivants que les spectres japonais. Les fantômes japonais peuvent prendre diverses formes. Ils sont généralement vêtus de blanc, le blanc étant là-bas la couleur du deuil, étroitement lié à la mort, parce que décédés dans de mauvaises conditions, ils se présentent ébouriffés. C'est logique, puisqu'on devient fantôme à cause d'une passion quelconque, qui nous empêche d'entrer sereinement dans le royaume des morts. Et aussi longtemps que cette passion existe, elle nous obsède. On ne pense plus alors à laver ni à peigner nos cheveux, qui deviennent hirsutes. En ce moment, les fantômes, y compris au Japon, font plutôt partie du sexe faible. Car les émotions fortes sont généralement attribuées aux femmes, réputées pour être moins lucides que les hommes. Au Japon, les fantômes sont omniprésents. Ils s'immiscent partout et peuvent causer de grands malheurs. Même si un riche passé spirituel et la fusion de plusieurs religions peuvent justifier la variété des fantômes japonais, ils n'expliquent pas pourquoi les fantômes sont si actifs dans la vie quotidienne. Les fantômes japonais sont dotés de certains pouvoirs que les spectres occidentaux n'ont pas. Eux, par exemple, peuvent tuer. Dans la culture occidentale, un fantôme peut inspirer à quelqu'un d'autre l'idée de tuer. Le fantôme d'Hamlet, par exemple, essaie d'amener le jeune prince à tuer Claudius. Un fantôme japonais n'agirait pas ainsi. Il reviendrait et tuerait lui-même son ennemi en le rendant fou ou en l'amenant au suicide, ou simplement en l'enveloppant d'un souffle fatal. Dans la célèbre histoire de Yuki Onna, la Dame des Neiges, Minokichi et son compagnon sont pris dans une tempête alors qu'ils étaient sortis couper du bois. Tant bien que mal, ils gagnent un abri de fortune où ils décident de passer la nuit. Mais peu après, la porte s'ouvre et Minokichi est horrifié à la vue d'un fantôme. C'est la Dame des Neiges qui se dirige vers son ami et d'un souffle fatal lui ôte la vie. Minokichi, pétrifié de terreur, attend lui aussi sa fin.
Mais au dernier moment, frappée par la beauté de Minokichi, la Dame des Neiges décide de l'épargner à condition de ne raconter à personne son aventure. Elle jure de le tuer s'il trahit son serment, puis disparaît dans la nuit glaciale. Les années passent et Minokichi tient sa promesse. Un jour, il rencontre la belle Yuki qui l'épouse. Ils engendrent 3 fils et vivent heureux tous ensemble. Puis un soir, en regardant sa femme, Minokichi est assailli par la vision de la Dame des Neiges. Brusquement, les souvenirs le ramènent à cette terrible nuit de neige. Il raconte toute l'histoire à sa femme. Trop tard, il comprend que celle-ci n'est autre que Yuki Onna. Redevenue fantôme, elle se prépare à le punir d'avoir trahi son serment. Mais de nouveau, au dernier moment, elle se ravise. Car si elle tue Minokichi, qui s'occupera de leurs 3 jeunes enfants? En tant que fantôme, elle en est incapable. Aussi s'enfuit-elle dans la nuit, où elle restera à jamais la Dame des Neiges. Les illustrations de fantômes tiennent une place importante dans la culture populaire japonaise. Au XVIIIe et XIXe siècle, les ouvrages sur ce thème sont accueillis avec enthousiasme dans les foyers japonais, et l'engouement pour les gravures monstrueuses devient tel que le gouvernement finit par interdire leur publication. Il existe en Extrême-Orient une longue tradition de peinture spectrale. L'une des raisons à cela, selon la vieille école de peinture chinoise, est que certaines œuvres remontent à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Un bon peintre peut illustrer des êtres vivants, mais seul un artiste exceptionnel saurait peindre des esprits que, par définition, peu de gens, et généralement pas le peintre lui-même, n'ont pu voir. Dans ces conditions, les représenter fidèlement devient très difficile. Un ancien jeu japonais montre bien l'importance des fantômes dans la culture populaire. Prisés à l'origine par les guerriers samouraïs pour prouver leur courage, les 100 histoires devient un jeu courant au XVIIIe et XIXe siècle. On y joue la nuit, l'été, en formant un groupe autour de 100 bougies allumées. Tour à tour, chaque personne raconte une histoire terrifiante. À la fin de chaque récit, on souffle une bougie et l'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Le jeu est interdit aux enfants, et seuls les joueurs les plus courageux restent jusqu'au bout. La terreur ambiante atteint son paroxysme lorsqu'on éteint la dernière bougie et qu'un fantôme apparaît. D'après les croyances japonaises, c'est le fantôme malheureux dont personne ne s'occupe qui peut revenir déranger les vivants. Ainsi, pour éviter les ennuis, il est toujours préférable de bien respecter le rituel qui assure le passage paisible d'une âme au royaume des morts. On utilise des bougies pour assurer le passage dans l'au-delà. Partout dans le monde, une bougie allumée est censée repousser les démons, chasser les mauvais esprits et protéger l'âme du défunt. Dans toutes les cultures, il est considéré comme sage et bienséant de traiter les morts avec respect. Dans l'Irlande du XIXe siècle, on exprime son respect en touchant le corps d'un défunt. D'autres rituels entourent le deuil et les funérailles. Faire la toilette d'un mort a été l'apanage de la culture européenne pendant des siècles. Partout, la tradition veut que les vivants fassent de leur mieux pour assurer la survie de l'âme du défunt. On a longtemps considéré que les miroirs, toujours puissants dans la pensée mystique, pouvaient perturber une âme affaiblie par l'approche de la mort. Dans certaines régions d'Europe, on couvre par précaution toutes les surfaces réfléchissantes. Ce sont surtout les minutes qui suivent le décès qui peuvent se révéler dangereuses. Les fantômes et les mauvais esprits menacent alors le défunt et la famille proche.
Aussi, des amulettes, fétiches et objets de culte sont-ils utilisés en guise de protection. Ces anciens rituels demeurent présents dans de nombreuses cultures et font partie du folklore et des superstitions locales. Dans les basses terres d'Écosse, on promène encore des bougies au-dessus des corps lors d'une cérémonie issue des croyances pré-chrétiennes. Personne ne souhaite qu'un fantôme revienne hanter son ancienne maison, et des rituels sont destinés à empêcher cela. Le corps doit sortir de la demeure les pieds devant, et de préférence par la porte de derrière. L'acheminement du corps vers la tombe doit être lent et solennel, et peut être jalonné de pauses à des endroits ayant une signification particulière pour le défunt, afin de lui donner la possibilité de faire ses adieux à ces lieux. L'une des coutumes funéraires les plus répandues, qui consiste à placer les objets fétiches du défunt dans sa tombe, est certes destinée à le consoler, mais surtout à protéger les vivants. En effet, tout ce qui pourra apaiser l'âme du défunt dans l'au-delà le dissuadera de revenir hanter les lieux de sa vie terrestre. Ainsi, les Égyptiens qui redoutaient les fantômes prenaient soin de laisser des victuailles aux morts et consacraient beaucoup d'énergie à inventer de nouvelles amulettes qui permettraient à l'âme d'effectuer paisiblement son voyage dans l'au-delà. Parfois, des objets en fer sont censés empêcher le fantôme de s'échapper. Le fer est lourd à déplacer et selon certaines croyances, les fantômes ne peuvent passer à travers. Selon les anciens, les âmes de personnes n'ayant pas été enterrées convenablement ne peuvent connaître le repos éternel. Elles reviennent sur terre pour hanter les vivants. Les coutumes funéraires diffèrent autour du monde, mais toutes s'accordent sur le principe qu'un enterrement dans les règles est nécessaire pour assurer le repos éternel d'une âme. Autrefois, on prenait des précautions particulières pour exhumer les personnes décédées tragiquement, puisque généralement c'était elles qui avaient le plus de mal à trouver la paix outre-tombe. Les criminels et les sorciers aussi avaient droit à un rituel spécial. On les enterrait à la croisée des chemins pour embrouiller les esprits et les empêcher de rentrer chez eux. On empalait les prétendus vampires sur une pique plantée en plein cœur pour mettre un terme à leurs errances nocturnes. Dans la plupart des cultures, un cimetière est par définition un endroit calme et paisible. Des clôtures en fer tiennent les mauvais esprits à distance et empêchent les fantômes de s'échapper. Les arbres également sont importants. En Chine, on dit que les cyprès apportent de l'énergie aux âmes des défunts. Et en Europe, les ifs, outre qu'ils symbolisent la régénération, ont de longues et profondes racines qui sont censées maintenir les morts dans leur tombe. Les lourdes pierres tombales ont la même fonction. Même après les funérailles, le danger n'est pas écarté. Malgré toutes les précautions, il est toujours possible que certains fantômes particulièrement tourmentés essaient de retourner chez eux. Pour prévenir pareil problème, le cortège funèbre peut emprunter une routine habituelle pour aller de la maison au cimetière, afin d'essayer de brouiller les pistes. Dans les cas extrêmes, on peut repeindre des portes ou même des maisons entières. Beaucoup de pratiques superstitieuses sont destinées à décourager les fantômes, comme par exemple le fer à cheval placé sur la porte censé les tenir à distance ou le sel déposé sur le seuil. L'idéal est une rivière tumultueuse qu'aucun fantôme ne peut franchir. Le port de vêtements noirs également rend la personne en deuil plus difficile à localiser par les esprits. Pour ceux qui n'ont pas réussi à écarter les fantômes, il faut savoir que l'apparition d'un revenant n'est pas nécessairement néfaste. Parfois, au contraire, ce retour peut être source de joie. Les apparitions sur le lit de mort sont un cas très intéressant. On les retrouve dans les cultures du monde entier. Généralement, il s'agit de fantômes de défunts venant chercher le mourant.
Les visiteurs spectraux peuvent être des parents, des amis, des enfants, des époux ou des amants. Bref, quelqu'un que le mourant aura plaisir à reconnaître. Ils peuvent apparaître au mourant jusqu'à 2 semaines avant son décès, s'il est atteint d'une longue maladie, ou seulement quelques heures avant son trépas. Ils sont pour lui une grande source de réconfort. Quand ils surgissent, le mourant peut enfin trouver la paix, surtout si jusque-là il souffrait beaucoup. Généralement, les autres personnes présentes dans la chambre n'ont pas conscience de ces apparitions. Le mourant peut dire « Oh, un tel ou un tel est venu me chercher » sans que quiconque ne perçoive quoi que ce soit. Souvent, le mourant voit des scènes d'une grande beauté qui préfigurent le paradis à venir, comme de beaux jardins, de riantes prairies ou de luxueux palais. Les visiteurs présents dans ces scènes idylliques sont généralement des êtres chers déjà décédés, venus chercher l'âme du mourant pour l'escorter au paradis. En fait, croire que les gens ont peur des fantômes est une idée fausse. Pour la plupart, il est rassurant et même encourageant de savoir qu'un être aimé les attend au royaume des ombres et qu'une vie heureuse leur est réservée. Les fantômes ne sont pas seulement là pour aider les mourants à effectuer leur passage de la vie à la mort. Ils leur servent également de guides dans l'au-delà et adoucissent leur départ en les aidant à se repérer dans leur nouveau royaume. Comme les visiteurs des derniers instants, la plupart de ces fantômes sont supposés être des membres de la famille et les retrouvailles dans l'au-delà sont donc joyeuses. Ces fantômes spontanément réconfortants et pleins de sollicitude sont une chose. Mais il existe aussi bien sûr les fantômes errants, ceux qui sont associés à un endroit précis qu'ils semblent incapables de quitter, où ils apparaissent régulièrement. Ils hantent ainsi les remparts d'un château, les couloirs d'un palais ou d'une abbaye ou d'un tout autre lieu familier. Souvent, ils semblent murés dans leurs propres soucis. Si quelqu'un les aborde, ils ne répondent pas et poursuivent leur chemin, l'air triste, visiblement obsédés par leurs problèmes personnels. Depuis le XVIe siècle, le château de Clonenny en Irlande est hanté par le long spectre décharné d'un noble qui flotte régulièrement à l'intérieur et à l'extérieur des remparts. L'unique indice sur son identité est un caveau très simple situé juste au-delà de l'enceinte du château. Là sont enterrées Marie et Élisabeth Boleyn, cousines de l'infortunée épouse d'Henri VIII, Anne. Personne ne sait comment elles sont mortes, ni pourquoi on les a enterrées ensemble. Mais on pense que le noble devenu fantôme a peut-être joué un rôle dans leur mystérieux décès. Les fantômes errants hantent aussi les pages de notre littérature. Ainsi, William Shakespeare, le grand dramaturge anglais, introduit volontiers des fantômes dans ses œuvres, surtout dans ses pièces historiques comme Richard III et Jules César. Dans ces tragédies, les fantômes jouent un rôle essentiel. Celui du père d'Hamlet est l'instigateur du drame, alors que dans Macbeth, c'est celui du général Banquo qui implacablement fait plonger Macbeth dans la folie. Les tours de contes de fées du château de Glamis cachent de sombres secrets. Lieu de naissance de la reine-mère, c'est le plus vieux château habité d'Écosse et le plus célèbre. En 1535, la belle Lady Glamis périt sur le bûcher pour avoir, dit-on, tenté d'empoisonner le roi d'Écosse. On aperçoit toujours son fantôme qui erre éternellement dans les jardins qu'elle aimait tant. La royauté est bien représentée parmi les fantômes britanniques et plusieurs rois et reines semblent incapables de trouver le repos dans leur tombe. L'un des plus célèbres est celui de l'infortunée Anne Boleyn, femme d'Henri VIII et mère de la reine Élisabeth Ier. L'incapacité d'Anne à enfanter un héritier mâle mit un terme à son règne et à sa vie.
Pour permettre à Henri VIII de se remarier, la jeune et belle Anne fut emprisonnée dans la sinistre tour de Londres. Accusée d'adultère, de sorcellerie et de trahison, elle fut décapitée en l'an 1536. Depuis, son fantôme a été aperçu dans 5 des endroits où elle a vécu, y compris le dernier, la Tour de Londres. Là, les hallebardiers l'ont vue sous diverses formes. Parfois, Anne apparaît simplement comme une lumière étincelante. Et souvent, son spectre erre dans l'enceinte du château. Mais ses apparitions les plus spectaculaires sont celles où elle se matérialise en une silhouette furtive, portant sa tête sous son bras. Cette scène effrayante est l'une des plus célèbres visions fantomatiques. Le fantôme d'Anne Boleyn apparaît également en d'autres lieux. On dit qu'elle hante Bleaking Hall, le château de son enfance, ainsi que celui de Hampton Court, son préféré. Là, son fantôme semble plus à l'aise. On l'aperçoit rarement décapitée, mais plutôt flânant tranquillement dans les cours et les jardins, où elle fut heureuse. Certains bâtiments deviennent célèbres grâce aux fantômes qui les hantent. C'est le cas de la Maison Blanche en Amérique. Abraham Lincoln, qui devint plus tard un fantôme très actif, a été lui-même fasciné par le spiritisme. Désireux de communiquer avec son fils défunt, il fit appel à plusieurs médiums. Nous ignorons s'il a jamais réussi à entrer en contact avec son fils, mais les messages qu'il a reçus de l'au-delà pendant ces longues séances auraient contribué à le persuader de la nécessité d'abolir l'esclavage. Les médiums deviennent populaires à la fin des années 1840, période marquant l'avènement du spiritisme. Cette vague balaya l'Amérique et franchit même l'Atlantique pour gagner l'Angleterre. Les médiums sont notamment très sollicités pendant la guerre de sécession par les familles des soldats tués, soucieuses d'être rassurées sur le sort de leurs enfants dans l'au-delà. Ces séances finissent par devenir un véritable phénomène de mode et les meilleurs médiums sont débordés. Des gens qui jusque-là savaient tout juste qu'il existait un monde spirituel essayent désormais chaque nuit d'entrer en contact avec les morts. Une séance est une réunion, enfin une tentative pour entrer en communication avec les morts. Les gens se rassemblent autour d'une table avec un médium. Cela se passe généralement dans un endroit sombre. Les gens imposent leurs mains au-dessus de la table. Et quand le médium atteint un état de conscience approprié, le phénomène commence à se produire. Il peut bien sûr y avoir une lévitation, des vibrations de la table, un déplacement d'objets ou d'étranges apparitions. Les morts se font parfois entendre, ou même se matérialisent sous la forme présumée du fantôme lui-même. Un médium peut obtenir un message direct d'un esprit, ou bien entrer en transe afin que l'esprit s'exprime à travers lui. De nombreuses tricheries ont été dénoncées au XIXe et même au XXe siècle, mais certains cas intéressants demeurent inexpliqués. Le résultat des séances est imprévisible. Et c'est cela qui fascine les gens. Une fois que le contact avec l'au-delà est établi, tout peut arriver. Des bouquets fraîchement cueillis de fleurs exotiques encore couvertes de rosée peuvent surgir de nulle part, de même que des instruments de musique ou les objets préférés du défunt. Lincoln lui-même voit un piano s'élever tout seul dans la pièce. Peut-être est-ce sa réceptivité naturelle aux choses spirituelles qui permet à Lincoln de vivre 2 expériences prémonitoires de sa mort. Avant son élection en 1860, il est alarmé à la vue d'une image dédoublée de lui-même dans son miroir. Et juste 10 jours avant son assassinat en 1865, il fait un rêve intense qui devait se concrétiser. Il écrit dans son journal. Je me suis couché tard
et j'ai très vite commencé à rêver. Un silence sépulcral semblait m'entourer, m'envelopper. Puis j'ai entendu des sanglots étouffés, comme si des gens pleuraient. Alors j'ai cru quitter mon lit pour descendre l'escalier. Là, le silence était troublé par les mêmes lamentations, mais les affligés étaient invisibles. Je suis allé de pièce en pièce sans voir quiconque, mais les mêmes sanglots me poursuivaient. Déterminé à découvrir la cause de ce mystérieux phénomène, j'ai poursuivi mes investigations jusqu'à ce que j'arrive dans la chambre du fond où je suis entré. Devant moi, sur le catafalque, reposait un corps drapé dans son linceul. Autour de lui se trouvaient des soldats en faction faisant office de garde, ainsi qu'une foule de gens. Certains regardaient tristement le défunt, d'autres pleuraient. « Qui est mort à la Maison Blanche ?» demandai-je à l'un des soldats. « Le président, me répondit-il, il a été assassiné. » Les lamentations qui lui firent écho me réveillèrent. Je n'ai plus dormi cette nuit-là, et bien qu'il s'agisse d'un simple rêve, j'en demeure étrangement perturbé. Le corps du président assassiné est ramené chez lui à Springfield, dans l'Illinois, et exhumé. Même le convoi funéraire qui le transportait est le théâtre d'événements surnaturels. On prétend que chaque année, à minuit, l'heure de sa mort, un train fantôme refait le même trajet. Sur son passage, toutes les horloges et les montres s'arrêtent. Le convoi progresse silencieusement et n'atteint jamais sa destination. Plusieurs hôtes de la Maison-Blanche ont rapporté avoir vu le fantôme du président assassiné. La première dame d'Amérique, Lady Grace Coolidge, le président Harry Truman et même le premier ministre britannique Winston Churchill reçurent la visite du fantôme. La reine Wilhelmine des Pays-Bas raconte ainsi sa rencontre avec le fantôme de Lincoln. Une nuit, alors qu'elle se trouve en visite chez le président Roosevelt à la Maison-Blanche, elle lit la Bible dans sa chambre quand on frappe à sa porte. Elle ouvre et se trouve face à un grand homme barbu, coiffé d'un chapeau haut de forme et habillé à la mode du XIXe siècle. C'est seulement le lendemain matin qu'elle prend conscience qu'il s'agissait du fantôme de Lincoln. Après la mort de son mari, Mary Todd Lincoln vint sous un faux nom consulter le photographe médium William Mumler. Le cliché montre la silhouette floue du défunt président à côté de sa femme. Le bostonien William Mumler est à l'avant-garde d'une nouvelle mode. En 1861, il développe une pellicule qui semble contenir un cliché de fantôme. L'idée est née, et bientôt, d'autres photographes suivent sa trace. Dès que l'appareil photographique fut inventé, on s'empressa d'essayer de prendre en photo les revenants. C'était là le genre de preuve que tout le monde attendait. Et enfin, la curiosité des gens allait être satisfaite. On obtient un nombre impressionnant de clichés spectraux. En gros, les choses se déroulent ainsi. La personne prend la pose et le photographe opère. En apparence, il n'y a personne d'autre dans la pièce, mais lorsqu'on développe la pellicule, une ombre floue se dessine dans un coin du cliché, où l'on peut discerner un visage. C'est toujours et encore la même figure qui apparaît sur tous les clichés. Pourtant, des centaines de personnes vont l'identifier comme étant le parent qu'elles ont perdu. Cela ne semble troubler personne. Même quand un célèbre photographe français est confondu comme escroc, beaucoup de gens continuent à croire que grâce à une photographie, ils détiennent la preuve tangible de la survie de leurs proches dans l'au-delà. Très peu de ces photographies spontanées de fantômes sont convaincantes. L'une des rares exceptions est celle du fantôme de Greenwich. Il s'agit d'un cliché pris dans un endroit connu, par une personne connue, à une date bien déterminée, et qui montre apparemment un spectre dans un escalier.
L'appareil photographique n'est pas le seul moyen employé pour tenter de prouver scientifiquement l'existence des fantômes. Le plus connu demeure la planchette. La méthode consiste à poser sa main sur une rondelle en bois où est fixé un crayon. Ce dernier se met alors à écrire automatiquement le message dicté par les esprits. Apparemment, ce mode de communication ne subit aucune intervention humaine extérieure. Au XIXe et au début du XXe siècle, on rivalise d'imagination pour inventer de nouveaux moyens, du plus simple au plus sophistiqué, afin d'entrer en contact avec les esprits sans passer par un médium. Mais aucun de ces procédés ne surpasse le jeu du Ouija. Le nom de ce jeu est en fait dérivé du oui français et du oui allemand, ja. Une fois de plus, l'idée consiste à poser des questions aux esprits avec l'espoir qu'ils envoient un signe quelconque, en direction d'une lettre ou d'un chiffre, ou plus simplement en répondant oui ou non à la question posée. De nombreux sceptiques affirment que les fantômes sont une pure invention. Et force est d'admettre qu'au sens scientifique du terme, on ne détient aucune preuve de leur existence. En revanche, nous disposons d'innombrables témoignages remontant à plus de 2000 ans. Alors est-il raisonnable de penser que tous ces gens qui ont témoigné affabulaient ? Le château de Clogan est l'un des sites privilégiés des apparitions spectrales. Situé à Banagher, en Irlande, il fut habité pendant plus de 1000 ans et a été le témoin de nombreux épisodes sanglants. Les envahisseurs normands en sont chassés en 1336 par Hogan O'Madden, le grand chef irlandais, qui s'y installe avec son clan. 2 siècles plus tard, les O'Madden doivent de nouveau défendre leurs terres, cette fois contre l'envahisseur anglais. En 1595, en effet, le château est attaqué par l'armée de la reine Élisabeth. Dans la bataille, 200 personnes périssent en un seul jour. J'ai commencé par le haut, puis j'ai descendu l'escalier en spirale en fermant les portes à clé au fur et à mesure. Arrivé en bas, j'ai claqué la porte d'entrée, comme ça. Une silhouette argentée est apparue, et à la seconde précise où la porte s'est fermée, j'ai entendu un hurlement effroyable, puis le silence est revenu. Vous voyez, je me tenais à l'endroit où 46 personnes ont été massacrées en 1595, précipitées depuis le haut du donjon. En fait, j'étais debout sur leur tombe. Parfois, les fantômes de Clogan ne se contentent pas de hurler. Le gardien a constaté que chaque semaine, dans la nuit du mercredi et celle du dimanche, un coussin du banc à dossier pivotait sur la droite. Et nous n'avons trouvé aucune explication à cela. Le gardien a pris des photos du coussin et du banc, puis ne s'en est plus préoccupé. Mais quand on a développé le cliché, il y avait une silhouette, agenouillée devant le banc, sa main droite posée sur le bord droit du coussin. Je crois que les expériences traumatiques laissent une empreinte sur les lieux où elles se produisent. Une sorte de courant énergétique que l'on peut percevoir si l'on a une nature réceptive ou si les circonstances s'y prêtent. Mais au-delà de cela, je pense qu'après leur mort, les gens continuent à exister sur un autre plan et que dans certains contextes et à certains endroits, ils peuvent nous apparaître comme cela s'est produit dans ce château.
Il me paraît certain que les êtres humains ne meurent pas et qu'ils peuvent revenir s'ils le désirent. Je ne crois pas qu'à ma mort je disparaîtrai complètement et je sais que si un jour quelqu'un vient saccager cette pièce et que je m'y trouve sous forme d'esprit, j'essaierai de lui faire sentir qu'il a tort d'agir ainsi. Qui sait, peut-être comprendra-t-il.